Bonjour, bienvenue à vous sur le plateau d'On se dit tout sur Médiane TV. Ramadan Moubarak Saïd à tous nos téléspectateurs partout dans le monde. C'est un plaisir d'être avec vous justement et de vous parler de votre santé, de votre sérénité pendant le mois de Ramadan. Vous l'avez compris, c'est notre sujet du jour, du début jusqu'à la fin, puisque nous allons parler de votre bien-être, de votre alimentation, de votre activité physique et sportive, mais aussi de votre sommeil. Restez avec nous sur Médiane TV, On se dit tout démarre tout de suite pour vous. Un ramadan en bonne santé et en toute sérénité, c'est ce que je vous propose comme discussion aujourd'hui sur ce plateau avec Madame Jaouane Khadija. Bonjour Madame. Bonjour Yasmine. Merci. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes naturopathe, merci, conseillère en hygiène de vie à Marrakech. Docteur Atman Amziane, bonjour docteur. Bonjour Yasmine, Ramadan Moubarak Saïd. Allez, Nawalik Sidi, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin de famille à Rabat. Et puis, en deuxième partie, nous aurons avec nous le docteur Jamal Tsofer, qui est coach sportif. Et en fin d'émission, j'aurai avec moi le docteur Fouzi Al-Qaderi, qui est spécialiste des troubles du sommeil. On fera le point sur l'importance de bien dormir pendant ce beau mois de Ramadan. Alors, on va rappeler d'abord les effets du jeûne sur l'organisme, Madame Jaouane Khadija. Les effets du jeûne sur l'organisme, c'est une régénérescence. C'est une détoxification, c'est un retour à la paix thérapeutique, à la paix de tout l'organisme. En principe, je dis bien en principe, ce mois est fait pour se retrouver la santé. Pour se retrouver la santé, et en principe, ça veut dire... En principe, ça veut dire que, en réalité, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas dans ce sens que les gens vont au niveau alimentaire, ni au niveau du sommeil, ni rien. C'est un mois où beaucoup de maladies s'enclenchent, ou progressent, ou un mal-être. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un mois extraordinaire pour retrouver la santé. Et on le retrouve d'ailleurs, Somo Tasahou. Mais ce qu'on retrouve, ce n'est pas ça. D'accord, alors justement, on va voir ce qui se passe sur le terrain, dans les cabinets aussi, avec vous, docteur Atman Amziane. Madame Jaouane Khadija disait, c'est un mois malheureusement, à cause de notre mode de vie, et non pas bien sûr à cause du jeûne. Le jeûne est très positif pour l'organisme, mais à cause de ce que nous faisons le soir, on mange mal, on dort mal, toutes ces choses-là, certaines maladies s'enclenchent. Est-ce que vous confirmez? Effectivement, comme l'a dit Madame Khadija, c'est un mois où on devrait en profiter au maximum pour mettre en repos notre système digestif, système physiologique. Et nous gagnons beaucoup à jeûner. Tout en, ceci dit, on a beaucoup à gagner en respectant quelques conseils qu'on va développer tout à l'heure. Donc le mois de Ramadan, c'est une aubaine pour le corps, pour notre physiologie, pour remettre à zéro. C'est comme rebooter en matière d'informatique. Profiter de ce mois-là pour maîtriser nos pulsions d'alimentation, de faim, avoir cette maîtrise sur l'esprit, de un, donc il y a un aspect psychologique au Ramadan, mais aussi sur le plan nutritif et biologique, où nous utilisons nos propres moyens endogènes pour s'alimenter. On en parlera après pour mieux expliquer aux téléspectateurs. Absolument. Donc, en fait, ces effets positifs du jeûne, qui sont, on va dire, indéniables, indiscutables, ne sont pas automatiques, en fait. Tout dépend de notre façon de faire à nous. Oui, il serait automatique en vivant le jeûne comme il devrait se vivre. Et là, ça devient automatique. Alors, quand vous dites ils devraient vivre, ils sont automatiques si on vit le jeûne comme il devrait être vécu, c'est le jeûne ou la rupture du jeûne qui pose problème? C'est un tout indissociable. Quand on jeûne la journée, en fait, dès que l'on jeûne, dès que l'on arrête de manger, le corps, il commence à s'auto-guérir. D'accord. Et au bout de combien d'heures en fait, après la digestion. Donc on prend la période de la digestion. Si les aliments sont bien combinés, si les aliments sont légers au niveau digestif, ça prend dans les 4 heures. D'accord. Donc ça, c'est, on va dire, même dans la vie courante, même dans la vie courante. Donc le mois de Ramadan, ce qui est conseillé, c'est 2 repas. C'est pas entre les deux manger toute la nuit. Et donc plus on mange léger, moins on a faim dans la journée. Plus on mange beaucoup et lourd, plus on a faim dans la journée. Plus on mange sucré, plus on a soif dans la journée. Ça paraît paradoxal,
mais c'est à vivre. Mais justement, on le remarque même dans le quotidien. Oui. Quand on dîne tard, le lendemain, on a soif, on a faim dès le réveil, on est fatigué dès le matin. Donc justement, notre rythme de vie pendant le mois de Ramadan fait que nous nous sentons fatigués pendant la journée. Et ce n'est pas le jeûne qui nous fatigue. Non, on est fatigué par le rythme de vie, par le trop d'aliments sucrés, le trop d'aliments industrialisés, le trop d'aliments cuits et surcuits, pas assez de légumes, pas assez de verdure, pas assez de fruits. Quand les fruits sont consommés, ils sont avec du lait. Donc des combinaisons qui ne sont pas... Et donc les gens... Moi, il y a une petite phrase que j'aime bien répéter. Il faudrait manger et ressentir et non pas manger et penser. Parce que les gens pensent à la journée qu'ils ont passée sans manger et on a l'impression qu'ils veulent compenser ou bien faire des réserves pour le lendemain. Alors que non, juste ressentir qu'avant la faim, s'arrêter de manger. Avant la faim? Oui. Avant quelle faim? Avant la satiété. Je veux dire avant la satiété totale, oui. Absolument. Oui, absolument. Alors, ce que dit Madame Jaouane Khadija est complètement scientifique. Beaucoup de spécialistes le répètent. Aujourd'hui, au niveau du Maroc, nous avons des magazines, nous avons des stations de radio, nous avons des chaînes de télévision qui passent ces messages à travers les spécialistes. Et pourtant, c'est tout le contraire qui se passe sur le terrain, dans les maisons. Et on a toujours des maladies, malheureusement, on a toujours cet état de fatigue, on a toujours ce ramadan qui n'est pas respecté d'un point de vue nutritionnel. Où est le problème? Est-ce qu'on ne comprend pas les messages clairs, directs, simples? Qu'est-ce qui se passe selon vous, docteur Hamziane? Selon moi, l'information, elle est de plus en plus accessible en matière de conseils et ramadan, conseils nutrition de façon générale, comportement face aux aliments. Et malgré tout ça, nous voyons toujours nos enfants, nos enfants et les adultes voilà, les aussi. adultes aller vers une alimentation qui n'est pas saine. D'ailleurs, on s'en plaint beaucoup au niveau des cabinets. Donc le problème de chaque conseil ne dépend pas. Quand on émet un conseil ou un ensemble de conseils, le problème n'est pas l'acquisition de l'information, c'est l'application, et donc ça reste une question personnelle. C'est-à-dire, est-ce le moment de prendre en charge ma vie, de la notion de bien-être, et non pas de santé. D'ailleurs, on ne parle plus de bonne santé, mais on parle de bien-être qui englobe pas mal de sphères, aussi bien psychiques que physiques. Et donc, l'information, elle est là, elle est entre les mains du consommateur, c'est à lui, et à lui seul revient de les appliquer ou pas. En tous les cas, nous, les professionnels de la santé, nous apportons et nous rapprochons de plus en plus en vulgarisant un peu la médecine et les termes de et médecin. Merci d'être là, justement. Non, merci à vous d'avoir nous avoir permis de nous adresser directement à l'ensemble de vos téléspectateurs. C'est que nous apportons l'information en bonne foi. Donc c'est à vous de commencer à les appliquer. Et soyez-en sûrs, en les appliquant, on vous garantit, nous, une bonne santé. Excusez-moi, je ne vais plus dire bonne santé, mais un bien-être. D'accord. Voilà. Pour vous, Madame Jaouane Khadija, c'est quoi? L'information n'est pas suffisante ou ce bien-être et cette bonne santé est perçue plutôt comme une restriction? Justement parce qu'il y a tout un système socio-économique. Et ce système socio-économique fait que les personnes se laissent plus emporter par la masse. Par la consommation? Et par la masse. Sortir du troupeau, ce n'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Alors, penser au bien-être, ça veut dire que souvent, les personnes sont passées par des maladies. Et on fait un essai. Sinon, elles ne se sentent pas concernées. Et sans parler aussi, et si on va en parler, qu'il y a certains aliments qui donnent de l'addiction, comme les sucres raffinés, comme les boissons, comme les produits chimiques, ça donne une addiction. Donc plus on en prend, plus on veut en reprendre. Et être sevré, moi, ce que je conseille souvent, c'est de commencer bien avant le ramadan. Et là, justement, au tout début du ramadan, donc il est temps de changer ses habitudes, de prendre conscience que c'est un mois dans toute l'année où on peut se régénérer, vraiment se régénérer et avoir ce bien-être pendant un mois. Mais c'est un retour sur soi, travailler, oui, mais à l'intérieur de chez soi, ces prières, c'est une alimentation très saine, une alimentation très légère, et ça fait beaucoup moins de travail pour la maîtresse de maison aussi. Oui, ça c'est vrai. Beaucoup moins de travail, beaucoup moins de pensée, de réflexion, de changement de menu, etc.
Si vous le permettez, est-ce qu'on peut revenir en détail sur l'effet du jeûne sur l'organisme? Techniquement, qu'est-ce qui se passe? Techniquement, c'est ce qu'on appelle une autolyse. Pendant le jeûne, le corps il se nourrit de ce qu'il a dans les réserves. Donc, il prend d'abord de la graisse, les cellules graisseuses, mais il va beaucoup plus loin. Il va sur l'état des organes, il va même sur les excroissances, comme les tumeurs, comme les kystes, comme tout ça se régénère. Donc il y a une meilleure santé au niveau du cerveau, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure concentration, il y a un meilleur sommeil, le foie se détoxifie, donc on n'a plus de lourdeur, la circulation du sang s'allège, donc on n'a plus les jambes lourdes, on est beaucoup plus léger dans le mouvement, le sommeil est beaucoup plus profond, l'endurance est extraordinaire, donc c'est à tous les niveaux, même au niveau de l'ouïe, de l'auditif, de la vue, quand justement on respecte. On respecte. Il y a à respecter. Absolument. Alors, on va sur comment optimiser tous ces effets. Ça commence aussi par notre alimentation. Une rupture du jeûne idéale pour Madame Jaouane Khadija, ça serait quoi? Une rupture de jeûne idéale serait juste quelques dates ou une date et des fruits. Bien sûr, la personne, elle va vers sa prière et revient vers le repas principal. Directement. Directement, le repas principal qui est composé de crudités, qui est composé d'une protéine aussi légère soit-il, en l'occurrence le poisson, ou des protéines végétales, mais la viande n'a pas lieu d'être, parce que c'est une énergie qui retire vers le bas, qui pousse vers le bas. Et là, avec qui bien pousse sûr... vers le bas, ça veut dire? Oui, c'est-à-dire que l'on se sent plus lourd. Et là, on va venir aussi vers la santé spirituelle. Moins il y a de protéines animales, et plus la personne, elle se ressent comme, bon, bien sûr, on connaît tous le khushu', et ça ne vient pas avec une alimentation trop lourde, ni trop indigeste. Donc, avec, bien sûr, des légumes et un sucre lent qui peut être soit un pain complet, soit de la pomme de terre. Donc, comme un déjeuner, en fait. C'est comme un déjeuner équilibré, bien sûr. C'est un déjeuner équilibré avec les fruits avant à la rupture du jeûne. Et on a terminé. Ok, d'accord, on y revient justement. Donc, Shebeki Harira et tout ce qui est disponible sur les tables marocaines. Docteur Hamziane, vous êtes contre aussi? Non, je ne suis pas contre. Non, je Par contre, je voudrais pas... Vous allez me dire, j'aime bien. Non, bien sûr, j'aime bien, et tout Marocain qui se respecte aime bien. Ce que je voudrais... Là, c'est un gros débat qui va commencer. Voilà, ce que je voudrais... Mais partons de la réalité, voilà. Voilà, la réalité, je préfère ne pas juger. On va donner des explications. Je voudrais revenir sur le mode physiologique en Ramadan. On appelle ça la cétose, la mise en cétose du corps. C'est-à-dire, c'est un terme scientifique, c'est-à-dire que le corps commence à prendre sa propre énergie de ses propres réserves. Les réserves se situent au niveau du foie, d'où ce qu'a dit Mme Khadija, la désintoxification, difficile à dire. Désintoxication. Donc, voilà. Détoxification. Voilà, on va y arriver. C'est-à-dire que les sucres ne sont plus apportés par l'extérieur, mais c'est à travers une néoglycogénèse que le corps assure une glycémie constante, ainsi les lipides qui sont les énergies du corps. Et il y a en même temps, comme l'a dit, une autolyse. Dans notre jargon à nous, on parle de protéolyse, c'est-à-dire que le corps essaie de manger, c'est une forme de cannibalisme un peu à l'intérieur. Donc tout cela ne fait pas peur. Au contraire, ça permet comme se débarrasser des excédents, de graisse. Voilà, c'est une autopurge. Donc on se rejoint avec Madame sur ce sujet-là. Alors en ce qui concerne, quels sont les conseils gastronomiques pendant la rupture du jeûne? Je ne suis pas habilité à le conseiller, mais je donnerai des conseils. C'est-à-dire, le conseil est simple, pour ne pas tomber dans différents schémas, ne pas tomber dans l'excès. C'est aussi simple que ça, ce qui est valable pendant Ramadan et en dehors de Ramadan. Deuxième truc, il faut fractionner les repas pendant toute la durée. Ne pas manger tout une seule fois, en un seul, parce que la majorité des Marocains maintenant mangent au moment de la rupture du jeûne, ils mélangent le petit-déj, le déj et le dîner en un seul, et puis une petite collation en fin de soirée, et puis c'est tout. C'est pas bon, parce qu'il y a une capacité de l'estomac qu'il ne faut pas
agrandir. Sinon, comme a dit tout à l'heure, on va ressentir le lendemain, puisque le volume de l'estomac va être un peu plus dilaté, on va ressentir la faim assez souvent le lendemain. Donc ça ne sert à rien de manger alors qu'on se dise pour ne pas avoir faim. Si vous mangez plus, vous dilatez votre estomac encore plus et vous aurez une sensation de faim encore plus. Donc l'estomac physiquement se dilate. Voilà, ça se dilate. Nous avons, voilà, c'est élastique en quelque sorte. D'ailleurs, il y a parmi les procédés pour résoudre le problème de l'obésité, on met un ballon dans l'estomac pour un petit peu diminuer le volume de l'estomac. Donc, se rappeler qu'il ne faut pas tomber dans l'excès, diversifier et toujours préférer tout ce qui est naturel. Pourquoi aller prendre un sucre qui n'est pas naturel, qui est synthétique, dans un gâteau, alors que j'ai un fruit à côté? Pourquoi aller prendre du pain alors que je peux prendre du sucre lent à travers d'autres féculents? Donc, de manière générale, ne pas tomber dans l'excès, éviter tout ce qui est préparé, le fast food, c'est-à-dire des trucs qu'on achète rapidement parce que... Mais par exemple, dire honnêtement, dire aux gens, et même si vous avez raison hein, d'un point de vue scientifique, mais dire aux gens, pas de briouat, pas de shabakia, pas de harira, pas de rghaïf. Je n'ai pas dit ça encore. Non, pas encore. Non, pas encore. C'est voilà. Dans ce sens-là, c'est-à-dire quand on donne des ordres, le plus souvent, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas et du coup, je pense que ça fait peur aux gens. Voilà. Et ils laissent même les conseils qui sont à leur portée pour aller vraiment à l'extrême. Oui, mais dans ce sens aussi, je ne peux pas cacher une vérité. Je dis ce qu'il y a et ce n'est pas des ordres. C'est un conseil de professionnel. Bien et sûr. La personne, elle fait ce qu'elle veut, en fait. Mais je ne peux pas lui dire, si vous prenez ça, il n'y a pas de problème. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas lui dire, si vous fumez. Je vais dire, non, voilà, la cigarette, c'est pas bon. Mais après, c'est presque la même chose. Le harira, par exemple, le harira, c'est excellent. Mais ce n'est plus la même harira qu'auparavant. Auparavant, ça ne s'appelait pas le harira hamda, ça s'appelait Mohameda. Et c'était avec de la farine d'orge. La nuance? Oui. Alors, Mohameda, ça veut dire que ça a été levé avec du levain naturel. D'accord. Du levain avec de la farine d'orge. Il n'y avait pas de tomates, il y avait des légumineuses et ça donnait une composition qui donnait des protéines végétales entières, tous les acides aminés. Donc aujourd'hui, avec la farine qui est devenue blanche, avec de la tomate qui est passée aux tomates en conserve, avec des bouillons cubes, avec tout ça, c'est devenu un problème digestif pour les gens pendant le mois de Ramadan. Donc je ne peux pas cautionner. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça ou ça? Si vous voulez souffrir, vous êtes libre. Mais au moins, mon information, je la donne intègre. Absolument. Entière et les personnes voient. Par exemple, pour les briouat, on pourrait toujours éventuellement les préparer au four et non pas frites. Même chez Bakia, on peut la préparer au four et non pas frites. Bien sûr, oui, j'ai fait les essais. Elle ne sort pas trop dure? Non, non, non. Parce que j'ai fait le test aussi, elle est sortie un peu trop... À condition de mettre chez Bakia dans un four très très chaud. Il ne doit pas se réchauffer sur la pâte à l'intérieur, sinon ça durcit. Donc j'ai fait toutes les expériences. Oui. Et donc les personnes donc la faire de façon normale. Oui, la recette traditionnelle. Avec de la farine complète, c'est ça la traditionnelle. D'accord. D'accord, donc elle s'effrite plus facilement. D'ailleurs, elle ne devient pas dure si elle est cuite et ensuite qui est cuite dans un four très chaud et ensuite la passer dans le miel et non pas dans du sirop de glucose. Le sirop de glucose que tout le monde appelle miel, c'est un leurre, c'est cancérigène, c'est du sucre caramélisé. Donc je ne peux pas dire aux gens c'est pas grave, c'est l'habitude. Non. Et après, les personnes... On peut aller sur les vraies traditions, exactement. les vraies coutumes, mais revenir aux vraies, aux sources. Et des œufs, par exemple, un œuf, oui. Mais un œuf beldi, un œuf aux hormones, je ne peux pas dire oui parce qu'aujourd'hui, on n'en trouve pas. Les jus, on n'a pas besoin de prendre des jus de fruits avec du lait qui devient hyper indigeste. Mais je conseillerais plus des fruits, des jus de légumes. Ils sont alcalinisants, donc ils enlèvent l'acidité. D'accord. Voilà. Justement, le mot alcalinisant pour enlever l'acidité, est-ce qu'on peut faciliter? C'est-à-dire que plus on prend de jus d'orange et de jus de fruits et de jus de fruits lait, plus on acidifie le corps, ça donne de l'acidité. D'accord. Et quand on a de l'acidité dans le corps, c'est un terrain propice pour
beaucoup de maladies au-delà des problèmes que digestifs. Ok. Mais si on prend des jus de légumes, c'est différent. Ça donne les bases au corps, donc ça enlève les acides. D'accord. Et on peut trouver du plaisir à prendre du jus de carotte ou du jus de concombre, mais pas du jus de lait avec de la fraise. D'accord, très Voilà. bien. Alors, on va s'attaquer à d'autres problématiques. On va parler du sport, mais juste après le break, on aura avec nous M. Jemal Sofer. On va parler aussi du sommeil, mais on revient là tout de suite sur la constipation. Ça, c'est une grosse problématique du mois de Ramadan. Parce qu'on mange mal, c'est ça? On boit mal, on s'hydrate mal, Alors, docteur Hamziane? La constipation a plusieurs étiologies, plusieurs causes. Ne serait-ce que le changement du régime parmi les premières semaines de Ramadan, le premier jour de Ramadan, parce qu'on mange un peu plus le soir et on jeûne le matin, mais aussi à la qualité des aliments et surtout à l'hydratation. Donc, c'est 3 points essentiels. C'est plus ou moins normal d'avoir les 3 premiers jours une forme de constipation, qu'il faudrait aider, comme l'a dit Khadija, avec plus de légumes et moins de viande, si j'ai bien compris. Absolument. Et boire beaucoup d'eau, jusqu'à 1,5 litre pendant toute la nuit, mais en petite quantité répétée au cours de la nuit. Prendre beaucoup de végétaux, d'accord? Et puis le problème, si la constipation persiste, il faut aller chercher et consulter parce que ça peut être d'origine organique ou hormonale, notamment les hypothyroïdies, les goitres, les gens. Donc la constipation, elle est physiologique pendant les 3 premiers jours de Ramadan, qu'il faut essayer de corriger par une bonne alimentation, l'hydratation, beaucoup de végétaux, beaucoup de fibres, d'accord? Si ça persiste, il est conseillé d'aller voir son médecin pour chercher la cause. La fatigue aussi, cette fatigue qui s'installe dans la journée, est-ce qu'elle est normale, docteur Hamziane? La fatigue, le motif de consultation le plus fréquent dans tous les cabinets, j'en suis sûr, est « Docteur, je me sens fatigué ». Pendant Ramadan? Non, pendant toute l'année. Pendant toute l'année, mais pendant Ramadan en particulier. Alors, la fatigue, c'est pourquoi je voulais vous dire ça, parce que la fatigue, elle est de 2 sortes. Soit c'est une fatigue objective ou subjective. C'est-à-dire, est-ce que c'est une fatigue psychique que le patient ressent ou le téléspectateur ressent qui est dû à un changement de système, mais il faut savoir que le corps a toujours cette faculté de se réadapter. Comme l'a dit tout à l'heure Madame Khadija, c'est qu'on est devenu un peu, je dirais en arabe, fchine. C'est-à-dire qu'il suffit d'un tout petit... Capricieux. Voilà, capricieux, il suffit d'un tout petit pour créer l'alerte. Moi, je crois beaucoup à la capacité du corps à s'adapter à toute situation. Alors, c'est vrai que les premiers jours de Ramadan, dû au changement alimentaire, on va sentir une petite fatigue, mais si on se la répète assez souvent pendant toute la journée, je me sens fatigué, souvent, on va mimer cette fatigue. Ça s'appelle la programmation neurolinguistique, c'est ça? Voilà, c'est un peu ça. Auto-programme. Alors, la fatigue, elle est due aussi, il faut chercher la cause de la fatigue, si on ne s'alimente pas bien, si on ne dort pas bien, essayer en premier lieu, avant d'aller chercher le médicament miracle, de voir où il y a déséquilibre. Parce que toute la nature est positiver aussi. Voilà, comme va me le dire déjà, tout est équilibré, la nature est équilibrée, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de... Donc il faut toujours rechercher cet équilibre en premier, avant d'aller chercher une explication plus ou moins scientifique à notre fatigue. Donc la fatigue, elle est normale les premiers jours de Ramadan dû au changement. Il faut chercher s'il n'y a pas un déséquilibre alimentaire, nutritionnel, notamment en kilocalories, pour voir est-ce qu'on mange toujours la même quantité, la quantité d'eau qu'il faudrait boire, et à côté, voir s'il n'y a pas de situation un peu exceptionnelle du genre de la maladie pour aller chercher. Un équilibre? Oui, alors si je peux rajouter quelque chose par rapport à la fatigue peut arriver aussi de 2 choses qui ont rapport avec l'alimentation. C'est quand les personnes mangent directement les aliments cuits. Les aliments cuits. Tout aliment cuit donne cette fatigue si on n'a pas commencé avec du cru. Et là, c'est scientifique. C'est ce qu'on appelle une hyperleucocytose, c'est-à-dire que dès qu'on mange du cuit, le corps, comme s'il se défendait. Et en général, les gens qui ne mangent pas de salade, c'est surtout le jour du couscous et on a plus envie de se Donc, poser. Donc c'est pas le couscous qui fait dormir? Non, c'est le fait de ne pas prendre de verdure avant. C'est comme un sas, en fait. Oui, c'est juste parce que l'humain, il est fait pour manger des légumes, des verdures, des feuilles. Et après, au cours des millénaires, il a changé. Bon, et il y a aussi autre chose, c'est le fait de manger très froid.
Donc, comme il y a la température du corps à l'intérieur qui est de 37,5 degrés à peu près, donc chaque fois que la personne prend des choses très froides, réfrigérées, le corps doit dépenser de l'énergie pour les réchauffer. Et là, ça épuise et ça fatigue comme pas possible. Donc, les aliments devraient être le plus proche possible de la température du corps. Eh bien, merci beaucoup. Oui, on revient. Je suis obligée d'arrêter parce qu'on doit marquer une pause, mais on est toujours ensemble. Eh bien, justement, je le rappelle aux téléspectateurs, on reste ensemble pour continuer cette discussion et va nous rejoindre aussi M. Jemal Sofer qui est coach sportif et on parlera aussi de votre sommeil pendant ce beau mois de Ramadan avec Dr Fouzia Al-Qaderi. Tout ça dans 11 dit tout sur Médien TV. À tout de suite. Et comme promis, nous sommes de retour pour finir cette belle discussion et la compléter en plus avec d'autres spécialistes, cette belle discussion autour du mois de Ramadan. Ramadan, bonne santé en toute sérénité, de la santé, la nutrition, le sport, le sommeil. Eh bien, on fait le tour aujourd'hui. Justement, avec vous, Madame Jawan Khadija, vous êtes naturopathe, conseillère en hygiène de vie à Marrakech. Encore une fois, merci d'être là. Docteur Atman Amzian, vous êtes médecin de famille à Rabat. Merci beaucoup d'être là, docteur. Et Monsieur Jemal Sofer, vous êtes coach sportif sur Casablanca. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci à vous. Le sport, ça c'est très important pendant le mois de Ramadan. Mais juste avant, je crois que le docteur Amzian a un petit point à soulever. Oui. Alors, en ce qui concerne la spécialité dont Khadija est la représentatrice aujourd'hui, notamment la naturopathie, qui est une forme de médecine douce. Alors, pour un peu aider les spectateurs à mieux comprendre, ils ont une terminologie quand ils parlent d'hyperleucocytose qui est différente de ce que nous utilisons. Parce qu'on en a parlé juste avant le break. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a plusieurs sciences pour pouvoir expliquer un peu la vie. Personne ne prétend détenir la vérité. Le plus important étant le bien-être de celui qui en profite. Absolument. Alors, je voulais attirer l'attention sur une terminologie qui n'est pas la... Pour nous, exemple, elle a parlé d'hyperleucocytose. Pour nous, hyperleucocytose... Pour vous, les médecins. Voilà, pour nous, les sciences, ceux qui sont issus d'une science médicale, veut dire une activation de l'immunité, donc infection, donc bactéries. Donc, on est ce qu'on appelle l'allomédecine, c'est-à-dire c'est-à-dire tout ce qui est un peu... qu'on peut reproduire par écrit. Chez eux, je ne sais pas comment ça se passe en naturopathie, l'hyperleucocytose avec la digestion, nous c'est la digestion. Il fallait clarifier ce point. Voilà. Ça ne veut pas dire la même chose. Non, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord. Dans les deux approches. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est juste que pour l'approche médicale, c'est une phase ultérieure où il y a déjà apparition d'infection. Pour nous, on en parle dès que l'on commence à ressentir une fatigue. Et donc, cette fatigue, c'est déjà une immunité qui commence à chuter. Et là, dès que l'on se met à remanger cru, on n'a plus ce symptôme qui se traduit par une fatigue post-prandiale, c'est-à-dire après le repas. On ferme la parenthèse. C'est tout. Juste une dernière chose, Yasmine, c'est qu'on va éviter un peu d'utiliser les termes scientifiques pour ne pas mettre, pour essayer de généraliser pour ceux qui sont pour la naturopathie et ceux qui sont pour la médecine. On est très simple dans l'émission et d'ailleurs, grâce à vous, on essaye, de vulgariser. On essaie au maximum de ça ne vous dérange pas, la Khadija? Là, pas du tout. Non, absolument pas. Au contraire. Le sport. Tout le monde devient sportif pendant le mois de Ramadan. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Jemal Sofer? Est-ce que c'est vrai? Alors, on voit plus de gens courir, plus de gens jouer. Effectivement, c'est quelque chose qui arrive avec le mois de Ramadan, mais en valeur absolue, c'est pas toujours bénéfique. Tout simplement. Pourquoi? Parce que le sport, il a une portée et il a une limite. La limite, bien sûr, c'est une pathologie, une maladie qui est déclarée par le médecin spécialiste traitant. Et la portée, bien sûr, ce n'est que du bonheur. C'est tout à fait normal. Alors, durant le Ramadan, c'est bien de faire le sport. On a des objectifs, on peut avoir des objectifs durant le Ramadan. On peut aller vers la baisse de poids, on peut aller même vers la prise de la masse musculaire pendant le mois de Ramadan, ça ne pose pas de problème. Le plus important, c'est de pouvoir faire son sport avec des intensités qui sont très bien déterminées et en fonction, allez-y. Oui, mais ça veut dire que c'est un sport qui est suivi, qui est accompagné par des spécialistes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que du jour au lendemain, parce que les journées sont longues et parce qu'on se dit justement, je jeûne, je ne mange pas et je vais faire du sport, je vais me dépenser, donc je vais perdre du poids. Même une personne qui n'est pas habilitée, en fait, qui n'a peut-être pas fait de sport depuis le Ramadan de l'année dernière,
Ça, est-ce que c'est mauvais pour la santé? Ben, justement, ça c'est une petite limite aussi par rapport à la pratique sportive et de l'activité physique générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le mois de Ramadan, il y a un certain nombre de choses qui changent par rapport à notre métabolisme, par rapport déjà à notre comportement. On jeûne pendant je ne sais pas combien d'heures et puis par la suite, on va directement sur l'effort, ce qui permet en fait d'avoir quelques petits déséquilibres sur le côté physique, notre métabolisme déjà. Ça peut être dangereux pour le... Bien sûr que ça peut être dangereux. On a parlé de la première fois de la limite par rapport au médecin traitant. Et puis par la suite, il y a aussi le niveau de pratique. Quelqu'un qui a pris l'habitude de pratiquer, c'est complètement différent parce que notre corps, il est un petit peu habitué à l'effort. Par contre, quand on veut démarrer comme ça notre première séance d'entraînement, que ce soit en indoor ou en outdoor, c'est-à-dire que ce soit dans un club de sport ou à l'extérieur, il faut impérativement aller doucement. Il doit y avoir une petite phase d'adaptation et puis par la suite rentrer dans le jeu. D'accord, donc pour vous, démarrer une activité physique pendant le mois de Ramadan, ce n'est pas un problème, même si c'est la première fois. Même si c'est la première fois, mais il faut faire vraiment attention. Alors on va détailler tout ça. Bien sûr. Très bien. Une personne qui n'a jamais fait de sport et qui se dit, bon ben, j'ai des objectifs, je veux perdre du poids ou je veux bouger, Qu'est-ce que vous lui conseillez? Quelle durée, quelle intensité? C'est des objectifs qui sont complètement différents. Donc si aujourd'hui c'est juste pour bouger, c'est permis. Une intensité de 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Une durée de 20 à 30 minutes, c'est encore... pas plus. Pas plus, tout simplement. Comme je viens de dire, il doit y avoir impérativement une certaine adaptation du corps. Le corps ne peut pas, pour quelqu'un qui vient de commencer son sport, le corps ne peut pas s'adapter du jour au lendemain. Donc 20-30 minutes. 20-30 minutes, c'est largement suffisant. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. À raison de quoi? D'une marche? On commence par une marche. Quoique pour moi, la marche, c'est vrai que c'est de l'activité physique, c'est vrai qu'elle a énormément de bienfaits sur la santé, mais à un moment donné, il ne faut pas se contenter uniquement de la marche, il faut aller progresser. Oui, mais là, c'est le coach qui parle. On oublie les muscles, mais on parle vraiment des personnes qui sont vraiment des personnes débutantes. Vous savez, je vais vous dire une chose, marcher ne fait pas de muscles. Oui. Mais ça libère de l'endorphine? Bien sûr, ça libère le sport de toutes les manières, c'est comme ça. Maintenant, pour reprendre un petit peu, on peut marcher bon, les 15 premiers jours, les 20 premiers jours, mais à un moment donné, c'est juste une affaire d'aller vers son objectif qui demande un petit peu à bouger un peu plus. Jeûner n'est pas incompatible avec des objectifs sportifs pour vous? Non, pas du tout. Quel que soit l'objectif, je le répète, la seule limite, c'est une pathologie déclarée par le médecin spécialiste traitant. Est-ce qu'il y a une heure particulière que vous conseillerez? Toutes ces personnes qui courent, qui font du sport juste avant la rupture du jeûne, à un moment où peut-être l'organisme est au plus bas de ses réserves? D'accord. Alors, je vais essayer d'être précis mais en même temps simple. Tout à l'heure, on a parlé du niveau de la pratique de la personne qui fait du sport. Évidemment, plus on s'approche un petit peu de la rupture du jeûne, mieux c'est tout simplement parce que... Oui, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une perte de réserve, notamment en glycogène, c'est-à-dire le sucre qui est en réserve, le corps DNA. Et puis par la suite, on commence déjà le métabolisme des lipides. Ça, c'est sur le côté biochimique, ça s'explique comme ça. Après, on s'approche, c'est-à-dire, c'est pas qu'on va prendre sa douche et on va se mettre à table. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que peut-être 16 heures, 15 heures, je pense que c'est une heure. Voilà, pas 18 heures. Si pas 18 heures, bon écoutez, comme je viens de dire, si on prend sa douche et on se met à table, c'est pas non plus très intéressant. D'accord. Mais parce que beaucoup de médecins déconseillent le sport juste avant la rupture du jeûne. Juste avant, c'est très, je dirais que c'est très précis. Juste avant, il faut encore, c'est large plutôt. Juste avant, c'est quoi? C'est un quart d'heure, c'est une demi-heure, c'est quoi? C'est 18h, 19h, 18h en général. On voit beaucoup de gens à l'extérieur vers 18-19h. À mon avis, il faut arriver directement à table. Non, je pense que ce n'est pas une bonne chose parce que là, c'est le retour au calme. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il faut un certain retour au calme qui va permettre un petit peu au métabolisme de retrouver sa situation de base. Après, on passe à table, peut-être 20 minutes, 30 minutes après, on peut passer à table. D'accord. Alors, je voudrais revenir sur le niveau de manière générale. Il y a des pratiquants, parce que finalement, quand on parle sport, le mois de Ramadan, on ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Il y a aussi des athlètes qui ont besoin de savoir est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Faudrait-il changer carrément quand on fait du sport, quand on a pris l'habitude de faire du sport, au-delà de l'athlétisme, ou sans même parler du fait qu'on soit athlète ou pas. Quand on a pris l'habitude de faire du sport, il n'y a pas vraiment obligation de changer ses habitudes. Même quand on a besoin d'évoluer, même quand on a besoin de garder le même objectif par rapport à notre structure musculaire. Non, même quand on fait un sport de compétition. Vous savez, imaginez maintenant quand on est en sport de compétition. Un sport de compétition, c'est un ensemble de phases. Oui, mais un sport de compétition, la personne est suivie.
par une équipe pluridisciplinaire. Il y a un médecin, du sport. C'est pas toujours le cas, vous savez. C'est vrai. C'est pas toujours le cas. C'est dans l'idéal. Bon, bref, juste pour vous dire. Ok. Allez-y. Juste pour vous dire que tout dépend du niveau du pratiquant. Si aujourd'hui c'est la première fois, on est tellement motivé qu'on veut commencer notre sport le premier jour du Ramadan, oui, on va pas. Vous ne voulez pas brimer cette motivation. Exact. On commence doucement, marcher 20 minutes, 30 minutes. On laisse un peu le temps au corps de récupérer avant de passer à table. Si on a pris l'habitude de faire du sport, pas la peine de se dire non, on va se fatiguer pendant le Ramadan parce que c'est vraiment pas le cas. Si on se fatigue pendant le Ramadan, c'est une affaire d'alimentation, c'est une affaire de repos, de récupération. Et de sommeil. Et de sommeil, justement. On va en parler justement. Alors, il y a aussi un point qui est essentiel pendant le mois de Ramadan, c'est le sevrage tabagique. Beaucoup de personnes décident d'arrêter de fumer et pensent au sport, justement, pour y arrêter. Alors, vous en pensez quoi, par exemple, docteur Hamziane? Arrêter de fumer pendant le Ramadan, pour vous, c'est efficace ou pas? Non, arrêter de fumer tout court. Oui, mais là, on parle du cas de Ramadan. Bien sûr, arrêter de fumer tout court. Il ne faut pas arrêter de fumer tout seul. Le plus souvent, 6 fois sur 10, ça ne marche pas. D'ailleurs, il y a de plus en plus de spécialités, la tabacologie ou la dictologie, qui aident, c'est des professionnels de santé qui aident à au sevrage. Parce qu'il ne faut surtout pas, du jour au lendemain, arrêter brusquement la cigarette. C'est une idée qui est reçue, c'est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, vous avez un métabolisme dans lequel vous avez introduit, certes, une toxine, et qui s'est habitué à cette toxine, il s'est modifié. Pourtant, beaucoup, je n'ai pas de chiffres bien sûr, mais certaines personnes disent avoir arrêté du jour au lendemain. Oui, mais on n'a pas aussi les chiffres des gens qui se sont dit on va arrêter, qu'ils ont eu des problèmes après, type bronchite, voire... C'est possible? Oui, le fait de changer, c'est un stress. Le fait de changer brusquement, en bien ou en mauvais, une situation, le corps peut être génétrice d'un stress. Ce stress est un facteur déclenchant de pas mal. Donc c'est pourquoi... Donc pour vous, non. Oui ou non? Non, c'est du oui, mais qui soit suivi par un spécialiste, un tabacologue, ou bien on n'a pas de ces spécialités au Maroc malheureusement, mais un addictologue peut gérer cette... On a certains spécialistes en sevrage tabagique, voilà. Ou en hypnothérapie aussi. L'hypnose aussi semble être efficace en sevrage. Vous en pensez quoi, Madame Jaouane? L'accompagnement est important? Oui, il est important. Il est très important. Et le mois de Ramadan peut aider à arrêter de fumer? Peut aider parce qu'il y a aussi un sevrage d'habitudes alimentaires. Donc, les personnes qui ont décidé d'arrêter de fumer, donc ils le font dans la foulée, quoi. C'est plus facile parce que dans la journée, ils n'ont pas fumé. Ils ne mangent pas, donc ils ne fument pas. Et le soir, ils sont dans la prière, dans l'alimentation, et c'est l'occasion aussi. Mais si la personne est accompagnée soit par un professionnel de santé ou de toute façon même avec de l'hypnothérapie, ça marche parce que ça agit sur les blocages. Absolument responsable de l'addiction même. Exactement. Je conclue avec vous, Monsieur Jamal Tawfiq, des personnes qui veulent arrêter de fumer et qui se mettent au sport intensément pendant le mois de Ramadan pour vider ses poumons. C'est mauvais. Ça fait trop de conditions, vous savez. Il y a le mois de Ramadan, il y a arrêter de fumer, il y a la conviction, il y a les objectifs, ça fait trop de... Moi, je préfère commencer le mois de Ramadan peut-être quelque part pour progresser sur le côté sportif, et puis par la suite, il y a ce désir, il y a ce plaisir de se faire, de se développer, et peut-être quelque part, le fait d'arrêter la cigarette après le mois de Ramadan va faire que ce plaisir petit peu va s'amplifier. En tout cas, merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous sur le plateau pour bien accompagner nos téléspectateurs dans un jeûne en toute sérénité, en bonne santé. Ce n'est pas fini parce que je parle de sommeil dans un petit moment avec le docteur Fouzi El Qaderi. Mais juste avant, je vous remercie Madame Jaouane Khadija, naturopathe, conseillère en hygiène de vie à Marrakech, docteur Atman Hamziane, médecin de famille à Rabat, et Monsieur Jamal Tawfiq, coach sportif à Casablanca. Ramadan Moubarak Saïd à vous tous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très vite. Moi, je reste avec vous. À tout de suite. Et on enchaîne cette fois-ci avec notre interview santé consacrée aux problèmes de sommeil pendant le mois de Ramadan. Et c'est avec vous justement, docteur Fouzi El Qaderi, qu'on en parle. Bonjour. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. Merci. Ramadan Moubarak. Alina Walik, ala Jami' al-Umma al-Muslima. Alors, on rappelle que vous êtes spécialiste des pathologies du sommeil et présidente de la Société marocaine de médecine du sommeil
et de la vigilance à Casablanca. Et justement, docteur Kaderi, pourquoi notre sommeil est tellement perturbé pendant le mois de Ramadan? Alors, on va parler un peu du jeûne d'abord, et pour dire que déjà depuis 2 siècles, en Allemagne, ils ont compris que c'était une véritable thérapie. Et ils ont utilisé ça comme traitement pour améliorer la santé physique. Alors, ils ont découvert après que, effectivement, pendant la période du jeûne, il y avait une désintoxication de l'organisme et donc les toxines pouvaient être libérées facilement. Après, ils ont compris ils ont découvert que les cellules néoplasiques ou les cellules cancéreuses pouvaient être effectivement, elles aussi, éliminées pendant cette période de jeûne. On en a longuement parlé pendant la première partie, justement. Alors, après, les Américains, ils se sont dit, pourquoi ne pas utiliser sur une pathologie qui est beaucoup plus fréquente chez eux, qui est le burn-out, et voir est-ce que ça allait avoir un impact sur la santé mentale. Et effectivement, les résultats étaient très probants et actuellement, ils utilisent ça pour améliorer la santé mentale et les troubles de l'humeur ou quelques troubles psychiatriques. Les Russes, eux, ils ont tout compris et depuis bien longtemps déjà. Parce qu'ils ont compris que pour harmoniser le corps, le mental et l'esprit, pour ne pas dire le spirituel, ils ont dit, on va mettre les gens en période de jeûne. Et les résultats étaient absolument magnifiques parce que ça permettait de rééquilibrer ces 3 constituants de l'organisme de l'être humain, de les mettre en harmonie et donc de pouvoir profiter d'une période qui en même temps était une période pour eux spirituelle, qui est une période de remise à niveau de la santé physique et de la santé mentale. Très bien. Mais le sommeil dans tout ça? Alors attendez, je termine. L'historique. Nous au Maroc. Alors, nous au Maroc, pendant des années, on a vécu effectivement le jeûne, le mois de Ramadan, dans un recueillement spirituel, avec une culture, des coutumes. On se rend compte que ces dernières années, d'ailleurs plusieurs études l'ont montré, plusieurs statistiques aussi, que les gens avaient totalement changé de culture et de coutumes. Alors, dans quel sens? Alors, je m'explique. Alors, pendant la journée, on se prive de manger, mais alors le soir, on se rattrape, on se goinfre, d'une part. D'autre part, les habitudes de sommeil ont totalement changé. Et beaucoup de gens, bien sûr pas tout le monde, se retrouvent en train de dormir pendant toute la journée et le soir, ils sont réveillés, complètement réveillés. Et là, il y a énormément, quand je dis une culture nouvelle qui est apparue, c'est parce que, effectivement, ils sont encouragés d'abord par les grands malls qui sont ouverts, par les émissions de télévision qui sont là pour les accompagner pendant les soirées ramadanesques. Ils sont également dans les rues, sortant, soit en famille, soit entre amis. Vous trouvez des orchestres, et c'est devenu le mois de la fête. Heureusement, pas pour tout le monde, mais pour une grande majorité de cas. Alors après, on incrimine. On avait fait une étude et beaucoup de gens rapportaient qu'ils avaient de l'irritabilité, qu'ils avaient des problèmes familiaux, qu'ils avaient des problèmes professionnels, des problèmes relationnels. Ça peut aller aussi loin? Ah ben oui, des problèmes relationnels, qu'ils ont toujours été très attentifs à la sécurité routière, à la circulation, mais que pendant le mois de Ramadan, ils étaient tellement pas bien qu'ils ont fait un accident et qu'il y a beaucoup de gens qui rapportaient que ils ont eu des recrudescences de pathologies qui sont des pathologies assez courantes et assez de santé touchant à peu près une grande partie de la population marocaine et mondiale, à savoir le diabète, l'hypertension artérielle, etc. Et on s'est arrêté et on leur a dit, attendez, écoutez doucement. Parce que quand vous ne dormez pas, toutes les conséquences dont vous parlez maintenant sont dues à un manque de sommeil. Ils ne sont pas dus du tout au jeûne. Le jeûne n'impacte pas du tout sur la santé physique et sur la santé mentale. Ne peut qu'impacter positivement. Et ne peut qu'impacter, la preuve en est. Vous savez, le plus grand hôpital de Berlin a tout un étage qui ne fait comme thérapie que le jeûne. Lequel hôpital est remboursé, enfin laquelle thérapeutique est remboursée pris en charge par la sécurité, par leur sécurité et par leur mutuelle. Pour vous dire tellement l'impact est important et ils savent. Donc ce n'est pas le jeûne qui impacte notre qualité du sommeil.
c'est la qualité de sommeil et c'est le sommeil qui est totalement ce sont nos habitudes qui impactent notre qualité de sommeil. Tout à fait. Et non pas le jeûne. Et c'est un comportement qui est nouveau, c'est un comportement social et culturel qui apparaît maintenant, qui est apparu depuis une dizaine d'années et qui fait que finalement, au total, eh ben, on manque de sommeil. Et maintenant, je pense que les gens le savent, le sommeil, c'est un rythme biologique, un rythme actif, physiologique, extrêmement important. Donc, sonnette d'alarme, dès le début avec vous, ressaisissez-vous pendant ce mois, n'allez pas vraiment dans ces choses qui peuvent au contraire vous perturber. Justement, c'est quoi les signes d'un mauvais sommeil, docteur Fouzia Kaderi? Alors, une personne qui dort mal est une personne qui, à la base, va se réveiller avec une migraine, elle a mal à la tête, elle est irritable, elle a des troubles de la concentration, elle a des troubles de l'humeur, elle a des troubles de la mémoire, elle n'est pas très disponible, sa productivité au travail baisse, ce qui n'a rien à voir avec le jeûne. Absolument. Et c'est une personne qui, effectivement, peut voir apparaître des complications de pathologie comme l'hypertension artérielle ou le diabète. Ce n'est pas le jeûne encore, mais c'est le fait de ne pas dormir suffisamment et de se mettre en dette de sommeil. D'accord. Cette dette de sommeil, justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un quota quotidien? Alors, il faut pouvoir dormir à la quantité dont on a besoin. Et ça, c'est tout à fait des profils typologiques, physiologiques, individuels. Normalement, on va dire que à peu près 60% de la population générale a besoin de 8 heures et que à peu près une vingtaine % de gens ont besoin de 8-9 heures et que à peu près une vingtaine % ont besoin, se suffisent de 5-6 heures. Alors ça, il faut les connaître. D'accord. Il faut se connaître. Ah bah oui, Absolument. connaître, c'est ce qu'on appelle connaître son profil typologique du sommeil. Il faut le connaître. Comme on connaît la taille qu'on porte ou la taille de chaussures. Il faut les connaître pour satisfaire ce besoin. Quand l'individu ne dort pas le temps qu'il doit pour son organisme. Pour son organisme. Parce que le sommeil, on le sait maintenant, c'est une période de repos, c'est une période de récupération, c'est une période de restructuration. Ce n'est pas une phase inactive, ce n'est pas une phase physiologique où l'organisme ne fait rien. Bien au contraire, c'est la phase où tous les organes travaillent pour se remettre à niveau et reprendre l'énergie pour redémarrer la journée. D'accord, mais justement, docteur Kaderi, avec le rythme du mois de Ramadan, la rupture du jeûne se fait relativement tard, et ensuite vient le dîner, et ensuite vient le fajr. Alors, comment on peut avoir un rythme récupérateur tout en respectant, on va dire, ces heures qui sont importantes, ces rendez-vous qui sont importants? Tout à fait, la question m'a été posée plusieurs fois. Il y a des gens qui veulent passer des soirées spirituelles, ils te disent on n'a que le mois de Ramadan pour faire ça. Maintenant, comment on peut gérer tout ça? Absolument. Alors, il se trouve que nous avons un moment pendant la journée où, par notre physiologie, on a un moment d'hypovigilance où le sommeil peut être favorisé, où le sommeil peut être naturel. Pendant la journée? Pendant la journée. Et si il y a quelque chose à récupérer du soir, c'est pendant cette période. Si on travaille, par exemple. Alors, c'est cette période-là qui est, je dis, qui est entre 13h et 15h. 15h, absolument. Alors, entre 13h et 15h, peu importe le temps qu'on va prendre pour dormir, mais le plus important, c'est de respecter pendant cette fourchette, ce créneau de temps, de respecter justement cette période-là de la journée pour que notre sommeil le soir soit à nouveau à l'heure et soit à nouveau qualitatif et peut-être pas quantitatif. Donc si on dort, en fait, si on fait une sieste entre 13h et 15h, ça ne veut pas dire de 13h à 15h, mais 20 minutes, une demi-heure, c'est récupérateur et ça permet à l'horloge de se réadapter pour le soir?
Alors, ça permet à l'horloge tout simplement de récupérer s'il y a une dette de sommeil. Oui, d'accord. Alors, je reprends. Si la personne, par exemple, vous dit « Moi, j'ai besoin de passer ma soirée en prière ou en lecture coranique ou autre c'est tout à fait gérable. On va parfaitement comptabiliser ces 8 heures. On va lui demander de manger léger. C'est extrêmement important. Qu'on comprenne que le mois de Ramadan n'est pas un mois fait pour se mettre en restriction pendant la journée et se goinfrer le soir. Absolument. Sinon, l'intérêt n'y est plus du tout. N'y est plus. Alors, l'intérêt, c'est de rentrer, et le mot d'ordre est discipline, c'est de rentrer dans une discipline alimentaire et de rentrer dans une discipline organisationnelle du sommeil et des activités également physiques. Alors, donc, on va du principe qu'une alimentation, elle est légère. On peut parfaitement, comme on dit, légèrement, aller faire ses prières, revenir, manger à nouveau léger, et puis faire encore quelques temps de prière et dormir. Se réveiller le matin. Quand vous dites dormir, c'est vers quelle heure, idéalement? Alors, idéalement, si on dort vers 11 h du soir, ça serait vraiment parfait. D'accord, pas plus tard. Alors, si on dort à minuit et qu'on est amené à se réveiller à 5 h du matin, il va falloir récupérer, être capable, avoir le temps de pouvoir récupérer entre le 13 h et 15 h les 2 heures qui nous ont manqué le soir. D'accord. Si on ne peut pas le faire, alors il faut dormir un peu plus tôt. Parce que le respect des 7-8 heures est absolument essentiel. Parfait. Donc, c'est ce qui va nous garantir une bonne qualité pendant la journée de la vigilance, d'un état d'humeur normal et qu'on ne mette pas l'irritabilité sur le jeune, qu'on ne mette pas les troubles de la mémoire sur le jeune, les troubles de l'attention sur le jeune. Le nombre d'accidents est multiplié par 2, mais le jeune n'a rien à voir là-dedans. C'est parce qu'on ne dort pas suffisamment. Et ça, maintenant, c'est bien prouvé. Donc, des aliments à privilégier et d'autres à bannir? Alors, bien sûr, tout ce qui est gras, sucré, la farine blanche, tout ça, effectivement, c'est assez lourd. C'est surtout le gras, les viandes, c'est assez indigeste. Et donc, ils vont nous empêcher de faire un sommeil de qualité. Absolument. Donc, autant avoir une alimentation très liquidienne, à base de fibres, à base d'oligo-éléments, à base de vitamines. Donc, favoriser les fruits, les légumes, beaucoup d'eau, boire énormément d'eau. Et j'insiste aux gens qui sont sensibles à la caféine, à la théine, à la vitamine C, éviter de prendre trop de jus le soir, trop de café ou trop de thé, parce que ça va à nouveau entraîner une forme d'insomnie et après on va se retrouver. Voilà, exactement. Merci beaucoup, docteur Fouzia El-Khaderi. Vous êtes spécialiste des pathologies du sommeil et présidente de la Société marocaine de médecine du sommeil et de la vigilance. C'était un point global sur votre bien-être pendant le mois de Ramadan. Très très bon mois à toutes et à tous. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Très bonne suite des programmes et à très vite sur Médiane TV.